Notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité américaine, c'est notre quart d'heure américain et notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves, on a déjà commencé à ouvrir le sujet avec mon invité précédent, le rendez-vous annuel de Warren Buffett avec ses actionnaires, c'est plus de 3 millions d'actionnaires et cette fameuse lettre d'une grosse dizaine de pages qui a été dévoilée, distribuée à l'occasion de ce rendez-vous le week-end dernier. Pierre-Yves, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans les messages et l'analyse de la situation que fait Warren Buffett aujourd'hui? Alors, je suis surpris sur deux points que je vais essayer de développer. Il y en a un sur lequel je n'attendais pas Warren Buffett, c'est celui du Japon dont on vient de parler. En août 2020, vous étiez certainement à la plage, dans une belle île de la Méditerranée dont nous allons taire le nom. Mais c'est en août 2020 que Warren Buffett annonce, avec une espèce de stupeur en termes de réaction de ses actionnaires, qu'il a pris 5% dans les 5 grandes sociétés qu'on appelle de trading, mais qui font bien plus que du trading, qui sont des sociétés industrielles, qui sont des sociétés d'investissement japonaises. Je ne veux pas essayer de trop écorcher leur nom: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui et Sumitomo. On apprend ce week-end que maintenant il est passé à un peu plus de 9%, pratiquement 10%. En termes de plus-value, en yens, c'est une plus-value qui latente entre 185 et 406%. C'est un investissement qui représente aujourd'hui, en termes de valeur dans le portefeuille de Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, 23 milliards de dollars avec une plus-value latente de 8 milliards de dollars. Joli coup, M. Buffett, qui nous apprend qu'il s'est rendu au Japon l'an dernier avec son futur, avec le futur patron de celui qui est pressenti pour lui succéder, Greg Abel, qu'il a rencontré les patrons de ces 5 géants japonais, qu'ils sont tombés d'accord pour les laisser monter de 5 à presque 10%, sachant qu'au-delà de 10%, il faudrait un avis favorable du conseil d'administration. On sait à quel point les Japonais sont prudents en matière d'investissement étranger et de montée de capitaux étrangers dans leur société cotée traditionnelle. George Gons en sait quelque chose. C'est quand même un joli coup pour quelqu'un qui a 93 ans et qui, on le sent très bien dans les termes de sa lettre aux actionnaires, a été émotionnellement affecté par le décès en novembre dernier de son éternel partenaire Charlie Munger. Il revient sur l'apport de Charlie Munger et je trouve que c'est très intéressant. On avait parlé au moment du décès de Charlie Munger, qui était non seulement un personnage génial en termes d'investissement, mais quelqu'un de très très drôle. Et il revient sur cette formule qui, à mon avis, n'est pas intuitive, et c'est pour ça qu'elle est géniale, et c'est pour ça qu'elle est intéressante, et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à la traduire en français. J'ai essayé de vous la traduire en français. Il faudrait que tous les gens qui écoutent BeSmart et Smart Bourse l'aient bien imprimé dans leur tête, à mon avis. Il s'agit de dire: il vaut mieux acheter une affaire formidable à un prix correct plutôt que d'acheter une affaire correcte à un prix formidablement bas. Et c'est en 1965 que Charlie Munger, nous rappelle Warren Buffett, est venu le voir en lui disant: écoute, tu as fait un très joli coup en appliquant les théories de Benjamin Graham pour la recherche de valeurs sous-évaluées et pour la valorisation. Il faut tout oublier. Il faut tout oublier parce que pratiquer le value investing à grande échelle est extrêmement difficile. En revanche, si tu identifies une société qui n'est pas trop endettée, qui va produire des liquidités, qui est dans un bon business et qui a un prix correct, on va rentrer dedans et on va la garder pendant 40 ans et on va gagner beaucoup d'argent. Et Warren Buffett, avec peut-être une fausse modestie quelque part, dit: j'ai, avec réticence, suivi les conseils de Charlie Munger, qui lui-même était un vrai modeste et m'a laissé toujours sur le devant de la scène. Mais en fait, je n'étais que l'exécutant de cette géniale architecture conçue par Charlie Munger. Et je trouve que cette réflexion de ce monsieur de 93 ans, qui n'a plus rien à prouver, est particulièrement intéressante parce qu'elle rebondit en fait sur un commentaire qui a été fait par quelqu'un de plus jeune,
que je trouve souvent intéressant dans la mesure où j'arrive à comprendre une partie de ce qu'il dit, c'est Monsieur David Einhorn, le patron de Greenlight Capital, qui il y a quelques jours nous a dit, on a le droit de le dire comme ça sur Smart Bourse, le value investing. Oui, bien sûr. L'investissement value est moribond. Il est moribond pour plein de raisons, mais en particulier parce que tout le monde est en train de basculer dans la gestion indicielle, tout le monde cherche à corriger l'indice, et ceux qui ne le font pas, ce sont des machines, ce sont des algorithmes qui ne s'intéressent pas à la valeur de l'entreprise, mais qui s'intéressent au prix de l'action et qui essaient d'anticiper la variation de ce prix dans 3 ou 4 minutes. Dans ce contexte-là, faire du value investing, c'est extrêmement difficile, mais c'est un discours qui rejoint finalement dans l'esprit ce que disait Charlie Munger dès 1965, mais Einhorn trouve un moyen d'adapter sa stratégie d'investissement à cette situation compliquée en disant, écoutez, voilà, au lieu de chercher des valeurs qui ont des ratios au prix-bénéfice de 10, en espérant qu'en 2-3 ans, elles vont passer de 10 à 15, je cherche maintenant des valeurs qui ont des ratios prix-bénéfice de 5, mais qui ne sont pas trop endettées, qui produisent des liquidités et qui sont en mesure de racheter sur le marché 10-20% de leurs actions tous les ans. Tôt ou tard, le marché, obsédé par les indices, va finir par s'en apercevoir, parce qu'au bout de 3 ans, quand vous rachetez autant d'actions de votre propre société sur le marché, ça fait une différence. Je trouvais que cette adaptation à la nouvelle configuration des marchés était intéressante. Bon, très intéressant, toujours à lire la lettre de Warren Buffett, ça se retrouve facilement, une dizaine de pages en anglais, et cet hommage à Charlie Munger, le véritable architecte de Berkshire Hathaway, quand Warren Buffett se présente, lui, comme le general contractor, l'exécutant de l'architecture et du design apporté par Charlie Munger. Sur la question politique du moment, Pierre-Yves, qu'est-ce qui fait encore courir Nikki Haley après une énième et lourde défaite dans l'État de Caroline du Sud dont elle fut gouverneure? Grégoire, j'ai envie de paraphraser le grand philosophe français Hervé Villard et de vous dire que Nikki, c'est fini. C'est probablement fini pour l'investiture républicaine, mais elle a 2 options. D'abord, American for Prosperity Action, le fonds de M. Koch et de ses amis, les conservateurs républicains traditionnels qui ont beaucoup investi pour aider Nikki Haley depuis novembre, a annoncé tout à l'heure, enfin hier soir, qu'ils ne finançaient plus la campagne de Nikki Haley. Ils ont jeté l'éponge. Donc je pense que c'est fini pour Nikki, même si elle veut tenir pour l'honneur jusqu'à Super Tuesday, jusqu'au 5 mars. En revanche, il y a un scénario un peu difficile à entrevoir aujourd'hui, dans lequel, pour une raison soit judiciaire, soit une maladie, soit une catastrophe, un nouveau scandale, si Donald Trump tout d'un coup ne pouvait plus, soit légalement, soit décemment, incarner le candidat républicain pour les élections du 5 novembre, Nikki Haley, qui considère qu'elle a sauvé l'honneur des républicains, pourrait essayer de se placer, à condition bien sûr que les délégués qui ont été désignés par ces primaires lors de la convention en juillet choisissent de voter pour elle. Probabilité de ce scénario extrêmement faible. Enfin, c'est toujours possible que ça ne soit pas tout à fait fini pour Nikki. En revanche, elle pense que dans 4 ans, elle sera bien placée parce qu'elle aura non seulement sauvé l'honneur, mais qu'elle sera suffisamment montée au créneau pour défendre un idéal républicain qui n'est pas un idéal nationaliste et un idéal populiste. Bon, prochaine étape, c'est le Super Tuesday, mais finalement, qui n'a plus grand intérêt dans ce contexte. C'est ça, Pierre-Yves, si je vous suis bien. On ne voit pas comment Nikki Haley pourrait gagner au Texas, en Floride ou en Californie, non. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain hebdomadaire. L'actualité business, économique et politique bien sûr. Vue par notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas, retrouvé en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.